Salut tout le monde! Nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce genre d'incrustation sur Photoshop. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air, faut juste suivre correctement les étapes de construction. Donc ce que je vais faire tout d'abord, c'est créer un nouveau projet et recommencer de zéro avec vous. Donc la première étape, et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est d'importer une forme dans une perspective qui vous convient. Je m'explique. Donc de base, si vous débutez, vous allez vouloir importer vos images et les placer correctement pour essayer de tracer des rectangles avec vos images. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Moi, ce que je vous conseille fortement de faire, c'est d'aller sur Blender ou un autre logiciel ou même sur Google Images et de prendre une capture d'écran d'une forme dans une certaine position. Donc par exemple, si je souhaite faire une incrustation comme celle-ci, ce que je vais d'abord faire, c'est importer mon image pour avoir vraiment des proportions très correctes et ensuite, je vais tracer des traits par-dessus pour pouvoir construire correctement le reste de ma composition. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 1, c'est ce que je vous conseille très fortement de faire. Donc si vous n'avez pas Blender, vous pouvez l'installer, c'est gratuit. Et si vous ne voulez pas installer Blender, je pense que si vous écrivez tout simplement cylindre perspective sur Google Images, vous pourrez trouver une image qui vous convient. Donc pour ma part, je vais prendre ce cylindre-là, je vais le mettre dans un sens qui me plaît bien, par exemple celui-ci, j'aime bien la perspective, et ce que je vais faire ensuite, c'est tout simplement une capture d'écran. Et ensuite, j'importe cette figure-là sur Photoshop. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire cette technique-là, mais je pense vraiment que si vous débutez, ça vous évitera beaucoup d'erreurs de perspective, et franchement, ça vous permettra d'avoir un rendu très réaliste. Donc une fois que c'est fait, on va juste repasser les contours avec des outils de forme. Donc je vais prendre une ellipse, l'outil ellipse, et je vais venir retracer ma forme par-dessus. Je retire le fond, j'ajoute un contour noir, et je vais augmenter la taille du contour. Ensuite, j'ai plus qu'à ajuster les coins. Ensuite, je vais dupliquer cette ellipse-là pour venir faire la base. Donc je vais faire CTRL-J sur mon calque. Ensuite, je vais faire CTRL-T, et je vais venir le déplacer à la base. Donc vraiment, le but, c'est d'avoir un cercle qui suit parfaitement la base de l'image qu'on a importée. Comme vous avez pu vous en rendre compte, les deux cercles ont l'air très similaires lorsqu'ils sont à leur emplacement. Par contre, lorsqu'on les superpose, on voit bien la grande différence qu'il y a entre les deux. Donc c'est pour ça qu'il faut importer ce genre d'image-là, pour vraiment éviter d'avoir des problèmes de perspective. Ensuite, on va faire pareil avec les coins. Donc on va prendre tout simplement l'outil trait, et on va tracer notre trait. Alors pour le trait, je préfère mettre un fond plutôt que du contour, et ensuite il faut jouer avec la hauteur, pour pouvoir gérer l'épaisseur. Normalement, une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver avec un trait comme celui-ci. Donc c'est pas forcément grave si ça suit pas les contours, c'est juste des traits de construction pour pouvoir avoir un schéma de base. D'ailleurs, ça marche aussi avec toutes les autres formes, hein. Si vous voulez importer un cube, vous pouvez très bien. Donc si à la place de mon cylindre, j'importe une image de cube dans ce sens-là, c'est possible. Si je fais pareil avec ce genre de forme, ça marche aussi très très bien. Donc une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver avec toutes ces formes-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les mettre dans le même groupe. Donc on va tous les sélectionner, on va les mettre dans le même groupe, et on va nommer ça trait. Je vais changer la couleur du calque pour me retrouver, donc c'est fait. Ensuite, je vais ajouter des traits de construction. Donc là, vu que je suis sur Blender, c'est beaucoup plus simple pour moi de les ajouter. Si vous avez importé une image, peut-être que vous n'aurez pas les traits de construction de perspective. Donc tous les petits traits qu'on voit en fond, on va essayer de les garder pour la suite. Donc je vais tout simplement créer un nouveau calque. Je vais prendre un pinceau, faire un clic, je vais rester appuyé sur Shift et je vais refaire un clic. Donc ça me permet d'avoir ce genre de trait. Donc là, il est un peu trop épais. Donc maintenant, si je retire mon calque de fond, je vais m'en retrouver avec cette forme-là. Donc si je réactive ma couleur, on a ça. Donc ici, pour éviter que les traits nous dérangeront, on va juste baisser l'opacité. Donc ça, c'est vraiment juste un repère visuel, c'est pas obligatoire, mais moi je préfère les avoir. Ensuite, on va bloquer le calque pour éviter que ça bouge. On va essayer de mettre nos trois calques dans le même groupe, on va l'appeler fond. Maintenant, la prochaine étape, et c'est ce que je vous conseille de faire en premier, c'est de faire votre ombrage. Donc lorsque vous avez votre figure, vous allez directement venir faire les ombres au sol. Donc ce genre d'ombre. Donc c'est pas hyper compliqué à faire, j'ai déjà fait un tuto sur le sujet, mais je vais essayer de vous expliquer très rapidement ici comment procéder. Donc on va créer un nouveau groupe, on va mettre un calque par défaut, on va prendre un outil de sélection et on va tout simplement tracer notre délimitation. Donc je pars du principe que la lumière elle est loin en haut à droite, ce qui va faire que la lumière va être projetée dans ce sens et donc toute la partie arrière de mon cylindre va être éclairée. Toute cette zone au sol va subir de l'ombre. Donc pour ça je vais prendre un outil de sélection, je vais venir me mettre à une des bordures et je vais essayer de tracer mon trait. Donc c'est pour ça que je vous ai mis les traits de construction, c'est pour que vous compreniez que si je fais ce tracé là et que je commence à tracer mon ombre, je vais avoir un problème, ça va pas être au bon endroit. Il faut bien que mon ombre soit bien perpendiculaire au trait de construction pour que ça ait du sens, mais pour autant, faut pas que ça vienne manger à l'intérieur du cylindre, sinon ça va pas suivre correctement la forme. Pour ça, on va essayer de se mettre à cette extrémité, et on va venir tracer ce premier trait. Ensuite, je vais faire des clics pour arriver jusque là, et je vais essayer de faire la même chose. Donc j'essaie toujours de rester parallèle à mes traits de perspective, et je viens fermer ma forme. Donc une fois que j'ai ma sélection qui est faite, je prends le pinceau, je mets une couleur noire, et j'ajuste la taille. Je mets une grande épaisseur, et une petite dureté. Ensuite, je peux venir peindre ce genre d'ombre. Donc c'est vraiment pas grave s'il y a une ombre très importante au centre, cette ombre-là, on la retrouvera pas plus tard, étant donné qu'on va mettre des textures par-dessus. Donc ce qui va vraiment être important, c'est les ombres sur les côtés. D'ailleurs, ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir ce genre d'erreur, c'est aller sur notre trait du sol, donc notre ellipse qui est à la base, on va reprendre un outil de construction, donc un outil de forme, et on va venir ajouter un fond. Donc une fois que c'est fait, normalement, vous allez avoir ce genre de souci, tout simplement car le groupe est au-dessus des traits. Donc on va essayer de le mettre en dessous. Notre groupe, on va le mettre en dessous, on va le renommer ombre, et comme ça, notre ombre a déjà beaucoup plus de sens. Donc maintenant qu'on a l'ombre principale, on va essayer de venir ajouter du détail. Donc pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est ajouter un nouveau calque. On va tout simplement venir mettre un trait pour avoir notre repère, et là, ce que je vais vous montrer, c'est une technique sur Photoshop qui consiste à rester appuyé sur CTRL et à cliquer sur la vignette. Donc si je clique sur la vignette, ça va venir me faire une sélection. Donc cette sélection-là n'est pas la sélection réelle, ça vient me sélectionner
sélectionner tous les pixels qui ont été colorés sur cette forme, donc même le dégradé ici est sélectionné, c'est juste que ça se voit pas. Et ce qu'on peut ensuite faire, c'est aller sur le calque du dessus et cliquer sur le masque de fusion. Comme ça va venir clipser la texture de base sur le nouveau calque. Et si on dessine, normalement on va pas déborder sur les côtés. Donc ça c'est avant, ça c'est après. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est tout simplement venir ajouter plus d'ombre sur les bords. Pour ça on va essayer de prendre le pinceau, on va aller se rendre sur le masque de fusion, et vu qu'on a déjà tout peint en noir, je peux peindre tout mon calque en noir, c'est pas très important. Si je me rends sur le masque de fusion, je peux prendre le pinceau, régler la taille et venir peindre les bords. Donc ça me permet très simplement d'avoir ce genre d'effet en plus sur mon image. Maintenant si je souhaite réduire l'opacité des ombres, j'ai pas besoin de me casser la tête avec le pinceau. Je peux directement aller dans les opacités en haut à droite. Donc je joue avec l'opacité du calque directement. Donc normalement, une fois que c'est fait, vous avez déjà ce genre de forme en 3D sur Photoshop, donc c'est hyper rapide à réaliser. Ça vous demandera juste un peu d'entraînement. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que j'ai fait sur mon image à moi, c'est d'ajouter de la poussière. Donc ça c'est un plus, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours plus agréable. Donc vous pourrez directement aller sur vos banques d'images, ou alors, si vous avez des persos personnalisés comme moi, vous pourrez directement peindre sur le calque et utiliser votre peinture comme de la texture. Donc admettons que j'ai cette forme, pour conserver le même dégradé que le reste, je vous conseille fortement de venir mettre le même masque de fusion. Pour ça, ce qu'on va faire, on va rester appuyé sur CTRL, on clique sur la vignette de base, une fois qu'on a notre sélection, on reclique sur notre calque et on clique sur le masque de fusion. Et ça vient directement ajouter le masque de fusion correctement à notre texture. D'ailleurs, c'est pareil si vous importez une image. Si vous importez directement une image, donc je vais le faire avec vous, admettons que j'importe ce calque de texture, pour le clipser, ça va être la même technique. Je vais le mettre au bon endroit, ensuite je reste appuyé sur CTRL sur la texture de base et je viens le clipser avec un masque. Ensuite, pour le mouvoir correctement, je peux le délier, je peux cliquer sur mon image et je peux changer son emplacement. Quand je délie le calque, ça me permet tout simplement de délimiter ma zone et lorsque je vais modifier l'emplacement de mon image, je vais pas sortir de la zone. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire pour importer vos textures. Donc généralement ici, c'est de la recherche, ce sera à vous d'importer les textures correctement. Je vais pas m'y attarder plus que ça. Si vous voulez vraiment faire des textures beaucoup plus détaillées, n'hésitez pas à passer du temps sur l'opacité des ombres et sur le genre de particules que vous importez. Donc pour la poussière, vous pouvez tout simplement rechercher des particules de poussière ou des particules tout court ou aussi des particules toutes simples. Ce sera vraiment à vous de trouver vos calques en fonction des banques d'images. Maintenant, moi je considère que cette ombre là elle me plaît bien, du coup je vais la conserver. Donc tout ça c'est bien mes ombres. Donc je peux aussi mettre un cadenas par sécurité. Ensuite, on peut passer directement à la prochaine étape qui va être l'étape la plus intéressante, c'est tout simplement d'importer notre texture. Donc écoutez bien, ici j'ai importé un cylindre. Sur mon cylindre, il y a une particularité, c'est que cet angle-là est complètement distordu. À cause de la perspective, si je prends un cube, les côtés vont être complètement plats. Donc si je viens importer une texture de terre et que je la mets sur le côté, ça va être très simple. Je vais tout simplement jouer avec l'inclinaison de l'image. Par contre, si j'importe une texture sur un cylindre, c'est plus complexe. Donc je vais vous montrer. Donc si j'importe ce genre d'image, de base ce genre d'image est complètement plate. Donc si je souhaite l'incruster sur un cube, j'ai juste à faire CTRL-T et je peux jouer avec les inclinaisons en restant appuyé sur CTRL. Par exemple, si je veux mettre cette incrustation sur un des côtés, je peux faire tout simplement ça. Et si je veux en mettre un deuxième, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ça me permettra d'avoir une texture cohérente sur les deux faces de mon cube. Par contre, si vous êtes dans un cas comme le mien et qu'il faut incruster ce genre de texture sur des formes beaucoup plus complexes, dans ce cas-là, il faudra faire CTRL-T et passer par les modifiers en haut. Donc on va tout simplement cliquer dessus et maintenant on peut tout mouvoir. Donc ça va nous permettre de mettre les angles correctement à chaque bout de notre cylindre. Donc avant de passer par le modifieur, je vais tout simplement adapter la taille. Donc les quatre coins de mon image, je vais les mettre aux quatre coins de croisement de mon cylindre. Je vais faire CTRL-T, je vais cliquer sur le modifieur en haut et je vais ajuster tous les coins. Ensuite, je vais jouer avec les angles. Je vais tout simplement venir ajuster cette image vers le bas. Donc ici, faites vraiment attention aux traits de proportionnalité. Donc c'est vraiment pas un détail à négliger. Par exemple, si je fais ça, de là on peut penser que mon image est importée correctement, mais en réalité c'est entièrement faux. Il faut que les proportions soient vraiment équivalentes partout. Donc le rectangle bleu ici doit être le même que celui du centre et vous devez ajuster correctement. Donc si je reprends mes angles et que je les adapte en essayant de les faire suivre, donc là on voit bien que ça suit correctement. Ici aussi on est plutôt pas mal. Maintenant ce que je vais être obligé de faire, c'est de cliquer au centre et de venir étirer, justement pour ajuster cet écartement. Donc on met d'abord les coins, ensuite on joue avec les angles et ensuite on joue avec la proportionnalité à l'intérieur de notre texture. Donc là, une fois que le contour est bien fait, on peut voir que sur la gauche, ma texture est beaucoup plus étirée que sur la droite. Donc vu que le centre de mon image est à ce niveau-là, forcément la texture qui va se trouver ici va être plus grande que le reste. Donc plus on va aller sur les côtés, plus ça va être petit. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. On va ajuster ça correctement. Et une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous avez simplement appuyé sur Entrée. Bien sûr, il faut faire attention à autre chose. Lorsque vous importez votre calque, vérifiez bien qu'il soit en calque dynamique. Si vous n'avez pas de calque dynamique et que vous faites des modifications, vous risquez de perdre en qualité très fortement. Donc si vous avez un calque pixelisé, faites clic droit, convertir en objet dynamique. Ça va vous permettre de conserver la qualité de base de l'image. Maintenant, on peut voir que si on zoome, on a une certaine perte sur les côtés. C'est pas très important dans notre cas, étant donné qu'on doit encore mettre nos ombres. Donc comment je vais faire pour ajouter ces ombres-là? C'est vraiment les ombres les plus simples à ajouter. On va ajouter un calque, on va l'ancrer à notre image, donc on va faire clic droit, créer un masque d'écrêtage, on va prendre le pinceau, on va régler la taille, on va mettre une grande épaisseur et une dureté de 0, et on va tout simplement peindre. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est faire 3 niveaux d'ombre. Le premier niveau, ça va être la grosse ombre qui va tout prendre. La deuxième ombre, ça va être la toute petite qui va venir tracer les contours, et la dernière, ça va être l'intermédiaire entre les deux. Donc on va commencer par la toute petite ombre, donc celle-ci. Bien sûr, n'hésitez surtout pas à jouer avec l'opacité, on va réduire très légèrement. Ensuite, on va venir ajouter un nouveau calque, on va refaire la même chose, on va créer un masque d'écrêtage, on va augmenter la taille du pinceau, et on va venir faire une ombre intermédiaire. Cette ombre-là, on va mettre une opacité moins forte, et encore une fois, on va répéter l'opération. Donc on va faire un nouveau calque, on va venir l'ancrer, et on va faire cette grosse ombre. Cette fois-ci, l'opacité, on va
va vraiment la réduire. Bien sûr, on va pas hésiter à effacer la face, car de ce côté-là, l'ombre n'est pas censée exister étant donné que c'est le côté éclairé. Bien sûr, vu que les ombres se superposent, n'hésitez surtout pas à rejouer avec les opacités. Et normalement, si vous respectez correctement tout ce que je viens de vous dire, vous avez déjà ce résultat. Donc on peut retirer les traits de construction et on peut se retrouver avec cette forme-là. Donc là, il y a encore quelques petits soucis sur les contours, mais on viendra les régler juste après. Donc maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est aussi d'ajouter un éclairage sur votre face avant. Pour faire ça, on va ajouter un calque d'exposition, en bas dans les réglages, exposition, on va augmenter légèrement l'exposition, on va inverser le masque de fusion, donc on va cliquer dessus, on va faire CTRL-I, et on va venir l'ancrer à notre image. Clic droit, créer un masque d'écrêtage, on revient sur le masque de fusion, on prend le pinceau, et on vient peindre la zone qu'on souhaite éclairer. Par exemple, toute cette zone-là. Ensuite, je peux redouble-cliquer sur mon exposition, et je peux augmenter l'exposition. Donc bien sûr, faut pas en abuser. D'ailleurs, l'exposition, ça fonctionne pour la lumière, mais ça peut aussi fonctionner pour les ombres. Donc si je refais un calque d'exposition, je peux aussi mettre l'exposition en négatif et faire mes ombres correctement. Mais ça, c'est deux manières de faire, mais je pense que c'est beaucoup plus simple à comprendre avec les pinceaux. Donc une fois que c'est fait, vous avez ce genre de résultat. Je vais tout simplement réduire encore un tout petit peu l'exposition, et je vais aussi ajuster mes ombres. Ok, maintenant que j'en suis là, je vais venir ajuster les petits détails. Par exemple, sur l'ombre du fond, on peut voir que là, il y a un écart. Donc je vais venir tout simplement réduire cet écart et le gommer. Je vais réactiver mon groupe en cliquant tout simplement sur le cadenas, et maintenant je peux cliquer avec l'outil de sélection de base directement sur le pixel pour voir où est le problème. Donc normalement, tous les calques sont problématiques car ils ont tous la même délimitation. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement prendre un outil de sélection. Donc moi je prends l'outil polygonal. Ensuite, je vais venir retracer un trait correctement. Par exemple ici, je double-clique, ça me fait une sélection. Maintenant, je vais tout simplement me rendre sur tous les masques de fusion un par un et je vais cliquer sur supprimer. J'ai ma sélection, je suis sur le masque de fusion et je supprime. Je reviens sur celui-là, je supprime. Et je fais pareil avec le dernier. Bien sûr, j'hésite pas à faire pareil avec le premier. Et normalement, une fois que c'est fait, j'ai juste à faire CTRL-D pour désélectionner et j'ai retracé mon trait correctement. Maintenant, autre petit détail qui peut gêner, c'est l'ombre du dessus. Je trouve qu'elle est un peu trop haute. Donc je vais venir réduire sa taille aussi. Donc je vais venir retracer un trait et je pense que je peux m'arrêter à ce niveau-là. Donc je fais exactement la même chose. J'ai ma sélection, je appuie sur supprimer. Et ça me permet de réajuster mon ombre correctement. Maintenant, il y a un autre détail auquel il faut faire attention, c'est le contour de mon image. Donc ici, on voit que ça fait des petites saccades. Donc il y a plusieurs façons de retirer ces petites saccades. Ce qu'il est conseillé de faire normalement, c'est d'ajouter un masque de fusion, de faire des toutes petites sélections manuellement. Ensuite, vous fermez la sélection et vous appuyez sur supprimer. Donc ça vous permettra d'avoir des petites variations et de simuler une texture en 3D. C'est aussi ce que j'avais fait de mon côté. Donc si je retire mes traits de construction, on voit que c'est exactement ce que j'avais fait. J'avais pris l'outil de sélection et j'ai fait mes contours. Donc ça demande un peu de temps. Donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas à prendre le temps de le faire. Moi, je vais vous montrer une autre stratégie qui consiste simplement à jouer avec les masques de fusion. Donc je vais rester appuyé sur CTRL, je vais cliquer sur ma vignette, ça va me faire cette sélection. Ensuite, je vais venir clipser mon masque, je vais double-cliquer sur mon masque et je vais venir jouer avec les paramètres. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre les mêmes paramètres que moi. Donc sur la vignette, vous cliquez, vous mettez en incrustation, vous mettez une couleur assez sombre. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est jouer avec les arrondis pour venir arrondir les bords. Donc après, on peut appliquer. Donc ici, on sélectionne bien notre masque de fusion, on applique et ça vient nous laisser directement les contours. Donc ça, c'est sans et ça, c'est avec. Donc je pense que sur la vidéo, ça va pas être hyper visible, mais normalement, vous devriez voir la différence sur votre rendu. Normalement, si vous avez déjà réussi à suivre le tuto jusqu'ici, vous avez déjà compris comment on allait faire pour le reste. Pour la texture du haut, ça va être beaucoup plus simple. Donc on va venir d'abord ajouter tout ça dans un groupe, on va créer un nouveau groupe et on va importer notre texture d'herbe. Donc une fois que j'ai ma texture, qu'est-ce que je dois faire avec? Pour l'incruster correctement, je dois la placer en haut. Étant donné qu'en haut, ma surface est complètement plane, j'ai pas besoin de faire une distorsion sur les côtés. Sinon, ça va me faire un effet bizarre où l'herbe va se cumuler sur les côtés et pas sur le centre. Donc ici, ça va être beaucoup plus simple. On va tout simplement mettre notre texture, on va faire CTRL-T et on va venir faire une inclinaison. Clic droit, inclinaison, et ensuite on va ajuster les contours pour venir les concentrer vers le fond. Donc plus on va aller loin dans l'image, plus l'herbe va être concentrée. On n'hésite pas à étirer. Ensuite, on appuie sur Entrée. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire un masque de fusion avec la bonne forme. Pour ça, on peut directement se rendre sur notre ellipse, faire un contrôle sur l'ellipse, contrôle-clic sur la vignette, et maintenant on peut clipser un masque de fusion. Et ça va directement venir tracer nos contours. On peut retirer les traits de construction, et on a déjà cette forme-là. Maintenant, pour faire les contours, ça va être la même technique que pour la Terre. On va tout simplement prendre la gomme, on va aller sur le masque de fusion, et on va ajouter ou retirer de la matière. Donc là, c'est si je gomme, et si je prends le pinceau, je peux venir faire ces petites variations. Donc plus vous allez passer de temps sur ces variations-là, plus elles vont être précises. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de prendre un pinceau, et par exemple de prendre un pinceau d'herbe et de venir peindre les bords. Donc ça vous permettra d'avoir des lésions plus logiques. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à faire pareil avec le contour extérieur, pas qu'intérieur. Donc n'hésitez pas à faire varier la taille du pinceau. Plus on est loin, plus l'herbe est fine, et plus on se rapproche, plus la texture est grande. Bien sûr, ici ça demande beaucoup de temps, car vous devez faire les contours correctement. C'est vraiment pas quelque chose à négliger. Donc pour la vidéo, moi je vais éviter de le faire, mais normalement vous êtes censé faire ça sur tout le contour. Voilà ce que j'ai pu faire de mon côté. Donc c'est pas parfait parce que je voulais pas perdre de temps, mais si vous voulez faire une incrustation hyper réaliste, si je mets à l'échelle ça se voit pas trop, mais si vous voulez vraiment faire un truc hyper réaliste, surtout n'hésitez pas à passer du temps sur ces incrustations. Maintenant moi ce que je vais vous montrer c'est comment on réalise les ombres sur la plateforme du haut. Donc on va faire la même chose qu'avec la plateforme du bas, on va tout simplement ajouter un masque d'exposition. Donc on va dans les réglages en bas, exposition, on va clipser le même masque, donc pour ça on peut rester appuyé sur CTRL, cliquer sur la vignette, ensuite se rendre sur le calque en haut et appuyer sur supprimer. Donc là il faut faire attention, il est inversé, donc pour l'inverser on fait CTRL-I, et ensuite on peut double-cliquer sur notre icône et jouer avec l'exposition. Donc admettons que j'augmente l'exposition comme ça. Pour faire varier cette exposition, je vais me rendre sur le masque de fusion, je vais prendre la gomme, je vais régler la taille, donc une grande épaisseur, une petite dureté, et je vais venir gommer les emplacements où je souhaite moins d'exposition, par exemple à ce niveau-là. Donc ça me permet de faire un dégradé d'exposition très simplement. Maintenant, comment on fait pour délimiter les deux plateformes? Eh bien ici, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une ombre. Donc si vous ne faites pas d'ombre tracée correctement, vous allez avoir une image très plate. Par contre, si on ajoute un nouveau calque d'exposition, on va aller en bas, on va encore ajouter une exposition. Cette fois-ci,
ici, on va faire la même technique. On va mettre le même masque, on reste appuyé sur CTRL, on vient ici, on supprime, et on va laisser de base. Donc on va laisser ce masque-là. Ensuite, on va double-cliquer sur la forme, et on peut jouer avec l'exposition. Donc on va réduire l'exposition, et on va venir clipser ce calque directement à notre image. Donc on va faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Maintenant, si je reclique dessus, vous voyez ce que ça vient faire. Donc ça me permet d'avoir une délimitation sur mon ombrage. Ce que je peux aussi faire, c'est me rendre sur le masque de fusion, et je peux venir ajouter de la matière pour augmenter la taille de l'ombre. Si je double-clique et que je réduis encore l'opacité, ça me permet d'avoir cet effet-là. Je peux venir ajuster toujours avec mon masque de fusion, donc soit avec la gomme, soit avec le pinceau, et j'aurai cet effet. Maintenant, ce qu'on peut aussi faire pour ajouter un peu plus d'ombre, c'est se rendre sur notre texture de terre, ajouter un autre calque ancré, et on peut venir peindre des ombres supplémentaires vers le haut, à ce niveau-là. Par contre, faut pas trop en abuser, sinon ça va déconnecter nos deux images. Donc voilà, ça c'était avant, et ça c'est après. Donc ça peut être vraiment pratique de faire cette technique. Donc ensuite, la dernière étape, c'est tout simplement de venir incruster des objets dans notre scène. Ce que je vous conseille de faire si vous avez un bon PC qui supporte les grands projets, c'est de venir régler la taille de la scène. Donc pour ça, on va prendre l'outil de recadrage, et on va tout simplement agrandir la scène. Pourquoi j'agrandis la scène? Tout simplement car je vais tracer des points de fuite. Donc ces points de fuite là, je vais les tracer à partir de mon sol. Donc ce sol là va aussi me permettre de retrouver les deux points de fuite de l'image. Donc je vais vous montrer, vous allez vite comprendre pourquoi je fais ça. Donc si je trace mon premier trait, ça va être celui-ci. Je vais venir étirer ce trait et je vais faire pareil avec le deuxième trait. Et ça va me permettre de retrouver directement mon point de fuite. Ça va me permettre d'incruster correctement mes objets sur la plateforme. Donc si je retrouve le deuxième point de fuite, je peux tracer ma ligne d'horizon. Je passe par les deux points, plus ou moins. Et en fait, ce trait d'horizon, ça me permet d'estimer là où doit être l'œil du spectateur. Normalement, si on avait une scène de cette taille-là, notre œil serait naturellement dirigé à ce niveau-là et ça nous représenterait directement l'horizon de la plateforme. Donc normalement, une fois qu'on a le trait d'horizon et qu'on a retrouvé nos deux points de fuite à ce niveau-là et ici, maintenant ce qu'on peut faire, c'est tracer des traits. Donc je vais créer un nouveau groupe, je vais tracer des traits à partir du point sur ma plateforme, sur la plateforme verte. Maintenant, je vais retracer un deuxième trait, je vais faire pareil de l'autre côté et ça va me permettre d'avoir un quadrillage qui est sur la plateforme. Ce quadrillage-là me permet tout simplement d'avoir les bonnes proportions sur tous les éléments que je vais implémenter sur la scène. Donc si j'ajoute un cube, donc admettons que j'ai ce cube, comment je suis censé le mettre pour que ça ait du sens dans ma scène? Je dois tout simplement ajuster tous les coins au bon endroit. Donc pour faire ça, une fois que j'ai un objet et que j'ai importé l'image, j'hésite pas à passer le calque en un calque dynamique. Admettons que ce soit l'image que je viens d'importer. Je vais aller dans édition et déformation de perspective. Maintenant, j'ai plus qu'à définir mes faces. Je trace un premier quadrillage, je viens clipser le deuxième. Donc je reste appuyé et je lâche tout simplement. Pareil avec le haut. J'appuie sur entrée. Ça me permet d'avoir le contrôle directement sur la perspective et je peux venir ajuster mes coins avec le quadrillage du sol. Donc bien sûr, étant donné que c'est un cube, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire les points hauts. Car normalement, si vous avez des formes beaucoup plus complexes, comme je vais vous montrer directement avec la ferme, il faudra aussi tracer plusieurs points de fuite pour le toit. Mais là, si je prends un cube et que je fais cette forme et que j'appuie sur entrée, on voit directement que mon cube est incrusté correctement sur ma plateforme. Donc maintenant, je vais vous montrer directement avec la ferme. Donc j'ai importé ma ferme, on voit bien que la ferme a un problème de proportion. Pour ajuster ça, on va aller tout simplement dans édition, déformation de perspective, et maintenant on va tracer nos faces. Donc si comme moi vous avez une forme complexe et que votre ferme a un toit avec plusieurs dimensions, ce que vous devez faire, c'est ajouter un rectangle et définir cette face-là. Donc on retrace un autre rectangle et on vient de définir la face. On fait pareil de ce côté. Donc nous, on veut absolument pas que ça se clipse avec le haut. Donc pour éviter que ça se clipse, il faut rester appuyé sur la touche CTRL. Donc pour tracer cette face-là, ce que je fais, c'est que je reste appuyé sur mon quadrillage, je viens le clipser à droite, et maintenant pour mouvoir le dernier point, je reste appuyé sur CTRL, je viens mettre le point. Je peux aller un peu plus loin étant donné qu'il y a cette face-là aussi, et j'appuie sur Entrée. Donc là, ça va me faire cette sélection un peu bizarre, mais normalement, ça va me permettre d'ajuster correctement tous mes coins. Donc j'ai plus qu'à suivre tous mes traits. Donc bien sûr, là je suis pas exactement le trait, je m'imagine le reste, mais j'essaie d'être un maximum parallèle à celui-là. Donc pourquoi j'ai fait pareil avec les traits du haut? Tout simplement car si mon toit est incliné comme ça, on voit que le trait qui va se créer va converger vers un point qui n'existe pas. Donc on va imaginer un trait qui vient du point de fuite et qui traverse le toit. On met notre point et on l'ajuste pour que ça suive le trait du haut. Et on fait pareil avec le reste. Donc l'outil de déformation de perspective est un peu complexe à utiliser au début. Ça demande pas mal d'exercice mental pour s'imaginer les traits. Donc si vous avez du mal, faudra essayer de recommencer le plus possible pour avoir vraiment des traits cohérents. Donc une fois que vous avez quelque chose qui vous semble cohérent, vous n'avez plus qu'à appuyer sur la touche entrée et ça vous permettra d'avoir votre perspective dans le même sens que le reste de la forme. Par contre, faites attention. Si vous bougez l'emplacement par la suite, la perspective ne sera plus respectée. Donc il faut vraiment bien définir l'emplacement avant de modifier la perspective. Maintenant, on peut retirer notre trait de construction. D'ailleurs, on peut recadrer correctement l'image. Pour ça, on clique sur l'outil de recadrage et on va tracer directement un rectangle. On appuie sur entrée, on peut retirer les traits du sol et finalement il ne reste plus qu'à tracer notre ombrage. Donc si on zoome sur l'image, on voit qu'on a perdu pas mal de qualité. Donc encore une fois, ce sera à vous d'importer des images en haute résolution et d'essayer de les déformer le moins possible. Donc maintenant, même technique que pour le bas, on va tout simplement ajouter un calque en dessous et on va venir tracer une sélection. On peut aussi clipser un calque à notre ferme et on peut tracer les ombres du sol. Et normalement, une fois que c'est fait, vous en êtes déjà arrivé à ce stade. Maintenant, si vous voulez rentrer dans le détail, vous pouvez importer d'autres textures et venir faire des masques de fusion. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous importez votre image, vous faites exactement la même technique, sauf que vous venez clipser un masque de fusion et vous gommez ou gardez les parties qui vous intéressent. Maintenant, il y a autre chose à prendre en compte, c'est que si vos images ne sont pas de la même couleur et que ça se fait ressentir, c'est sûrement à cause des niveaux. Donc le blanc sur cette image n'est pas aussi brillant que le blanc du sol. Donc pour régler ça, on peut ajuster avec des réglages. En bas à droite, on vient directement ajouter un masque de niveau. Et avec le niveau, on peut ajuster l'éclairage de notre image. Donc j'ai juste à tirer sur le dernier paramètre. Ici, je souhaite assombrir, c'est de l'autre côté. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails des niveaux, mais c'est hyper pratique pour faire des incrustations avec les mêmes couleurs. Donc si je fais pareil sur mon sol et sur mon herbe, normalement j'aurai une image avec une couleur qui a beaucoup plus de sens. Donc ça me permet
permet d'avoir une image beaucoup plus homogène dans l'éclairage. Donc globalement, c'était tout pour ce tuto. Bien sûr, si vous arrive de vous rendre compte comme moi que peut-être que la ferme n'a pas la bonne perspective ou qu'il y a un certain problème sur certains angles, vous pouvez toujours revenir sur vos calques et double-cliquer sur vos paramètres. Ça vous permettra de faire des modifications très rapides. Donc pas d'inquiétude de ce point de vue. Si vous avez un souci, vous pouvez le régler très rapidement. Donc voilà, c'était tout globalement pour ce tuto. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Si vous avez encore un peu de mal avec les bases, surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Et surtout n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit en commentaire ou sur le Discord. On essaiera de vous répondre.